Salut les Wargamers, c'est Evie de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pépito, qui est arbitre pour l'Iron Squadron, c'est-à-dire la fédération française de Star Wars Légion. Et aujourd'hui, il vient nous présenter la faction de la Grande Armée de la République. On commence avec cette vidéo, la présentation des différentes factions sur Star Wars Légion, un jeu de figurines édité par AMG, Atomic Mass Games, et aussi distribué par Asmodée. Pour les personnes qui débarquent, si vous aimez l'univers de Star Wars et les figurines, vous êtes au bon endroit. Il faut savoir aujourd'hui qu'il existe globalement 2 jeux de figurines autour de Star Wars. Star Wars Shatterpoint, aussi édité par AMG, qui va plutôt s'adresser aux jeux d'escarmouche, c'est-à-dire avec peu de figurines, ou alors le jeu qui vous permettra de refaire d'énormes parties dans l'univers qu'on aime avec Star Wars Légion. Aujourd'hui, il y a 4 factions qui sont jouables minimum. Pour repartir sur la courbe du temps, on va retrouver les rebelles, donc sur les films 4, 5, 6. On va aussi retrouver l'Empire, Dark Vador et compagnie. Ensuite, dans la deuxième génération de Star Wars, sortie dans les années 2000, on va retrouver la République, le but de cette vidéo, et aussi la Fédération du Commerce, appelée la CSI. Vous allez aussi retrouver une sous-faction de mercenaires qui s'appelle la Ligue des Ombres, et future faction qui va arriver très vite, courant juin, un peu après la sortie du film, autour d'une faction des Mandaloriens. Aujourd'hui, on va donc se focaliser sur la Grande Armée de la République, la République galactique. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter son style de jeu? Est-ce qu'on est sur un style, je sais pas, d'élite? Est-ce qu'on est sur un style plutôt de swarm, donc avec beaucoup de figurines? Est-ce qu'on est sur un style plutôt sur le contrôle? Les termes qu'on aime bien utiliser, en tout cas, dans les différents jeux de stratégie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette faction? alors c'est plutôt une faction élitiste, c'est-à-dire que nos unités vont plutôt coûter cher en points, puisqu'on vous rappelle qu'à Star Wars Légion, il y a un système de points d'armée, de points d'unité, bon vous connaissez, il n'y a pas de souci, et ce sont vraiment des unités qui vont plutôt coûter cher en points, donc on va avoir une armée finalement peu populeuse en termes de nombre de figurines et aussi en termes de nombre d'activations. Pour parler aussi du charisme de l'armée, puisqu'en général on jette son dévolu soit autour d'un gameplay, soit autour des figurines qu'on va pouvoir jouer, là on joue quand même les figurines qui puent la classe dans Star Wars. Exactement, alors on a le côté clone qui se ressemblent tous et compagnie, mais on a aussi, et ça c'est notre gros plaisir dans cette armée, c'est qu'on a beaucoup de manieurs de sabre, de porteurs de sabre. On a les Jedi iconiques, on a du Obi-Wan, du Anakin, du Yoda, on a bientôt du Windu, donc ça c'est vraiment des figurines qu'on a envie de jouer sur table, et là où AMG nous a fait vraiment un beau cadeau, c'est que pour le coup on peut avoir du Obi-Wan qui va mener une unité de clones, et ça c'est vraiment plaisant de se dire que c'est un commandant d'unité, voilà. Donc ça c'est vraiment plaisant là-dessus. Bah, tu sais que moi c'est ce qui a fait que j'ai jeté mon dévolu sur cette armée-là, c'est le fait qu'on peut refaire les scènes des films où on va retrouver justement à chaque fois une escouade de clones menée par un porteur de sabre générique ou nommé, et ça va vraiment amener une forme de saveur à ce jeu-là. Bien que le jeu puisse se jouer un petit peu le format qu'on souhaite, aujourd'hui il existe 2 formats cibles, le format Recon qui est à 600 points, et vraiment le format le plus joué au monde, celui à 1000 points, qui va vous demander de respecter une forme d'armée, c'est-à-dire une colonne vertébrale que tu vas nous présenter. Alors on va avoir des règles de construction d'armée qui vont plutôt être assez simples, c'est-à-dire qu'on va devoir dans son armée choisir un commandant minimum. On peut monter jusqu'à 2, ça c'est dans toutes les armées, donc entre 1 et 2 commandants. Ensuite, on peut mettre un choix, ce qu'ils appellent d'agents, donc c'est des lieutenants un petit peu moins forts que les agents, donc là on peut en mettre entre 0 et 2, c'est la règle d'armée. Ensuite, on a les choix de troupes de base. Donc la troupe de base, c'est la petite troupaille, le machin. Donc là, on va avoir un choix entre 3 minimum, on a un minimum, c'est quand même imposé, jusqu'à 6 maximum. On peut voir qu'il y a certaines règles qui permettent de passer outre ce nombre maximum, mais globalement, pour pas se compliquer, c'est de 3 à 6 troupes de base. Ensuite, on va avoir des forces spéciales, donc ça va être des unités un petit peu plus péchues, qui vont avoir des rôles un peu plus marqués, un peu plus de tirer loin, de charger au corps à corps et tout. Donc ça, on va en avoir entre 0, toujours 0, et 3 maximum. Après, on va avoir notre avant-dernier choix, donc c'est les soutiens, légers soutiens. Donc ça va être des petites unités de marcheurs, des motos de jet, des unités un petit peu de scouts, de choses comme ça. Donc ça va être notre avant-dernier. Et ensuite, on va avoir les véhicules lourds. Donc là, on en prend entre 0 jusqu'à un maximum de 2. Donc ça va être les grosses unités. Je vous propose de commencer par la revue des différents commandants. Le but est bien évidemment de ne pas faire la liste complètement exhaustive et de paraphraser ce qu'on va afficher, mais que tu nous parles un petit peu, encore une fois, dépendamment des envies, des coups de cœur qu'on va avoir par le charisme de certains protagonistes ou du gameplay qu'on va vouloir rechercher, ce qu'on va retrouver dans cette faction. On commence donc tout de suite par Obi-Wan Kenobi qui est dans la boîte de base. Donc Obi-Wan Kenobi, il faut savoir qu'il a une particularité, c'est que c'est un commandant qui va pouvoir utiliser le mot-clé gardien que vous voyez affiché à l'écran, donc il va lui permettre de prendre les touches à la place des unités qui sont autour de lui. Donc ce qui en fait plutôt
plutôt un profil orienté défensif-soutien. Faut quand même pas ignorer que vu son pool de dés d'attaque, il fait aussi pas mal de dégâts d'attaque, donc on avait tendance à plutôt le considérer comme un peu défensif-soutien, mais en attaque, il tabasse aussi. Hein. En plus, ses cartes de commandement, pour qu'on en a parlé tout à l'heure, lui permettent de gagner plein de pions verts à gauche à droite, et ça c'est plutôt pour le renforcer au niveau défensif et offensif. Est-ce que c'est le commandant que tu recommandes quand on veut commencer le jeu, qu'on a acheté sa boîte de base? Est-ce qu'il est polyvalent? Est-ce qu'il est facile à jouer? Il est plutôt polyvalent et facile à jouer, et en fait le fait de pouvoir l'orienter plus ou moins défensif ou offensif, ça peut permettre, une fois qu'on a fait une partie ou deux et d'avoir pris la figurine en main, d'orienter un peu plus son jeu. Il est pas forcément évident à jouer en termes de placement, mais c'est iconique, c'est Obi-Wan Kenobi, c'est notre enfance, notre moins d'enfance, et on a envie de le jouer. Ensuite, on passe à son poulain, Anakin Skywalker. L'élu. Alors Anakin Skywalker, il faut pas se le cacher, c'est un gros ton. Hein. Lui, il faut qu'il rentre dans la mêlée pour défourailler tout le monde avec son sabre. Il a une règle de sa carte à lui, qui est le Tempted, tentation en français, qui lui permet de faire des attaques en dehors de son activation, donc de taper encore plus fort. Donc c'est vraiment un gros ton, et c'est pour ça que c'est la figurine la plus chère, d'ailleurs en République, en termes de points, parce que vraiment on a envie de le jouer. Et lui, il est très très joué en termes de compétitif, justement, comme on pouvait parler tout à l'heure. Ensuite, bien évidemment, je pense que beaucoup de personnes qui vont jouer cette faction vont vouloir jouer Yoda. Effectivement. Alors Yoda, il est très particulier parce qu'il a un deck de cartes de commandement qui lui permet de récupérer. Parce que normalement, quand on joue une carte de commandement, on l'a posée et on ne pourra plus la jouer de la partie. Yoda, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de ce qu'on joue et de ce qu'on a joué avant, on peut récupérer des cartes de commandement. Donc en fait, pendant la partie, on peut très bien jouer sur les 5 tours 5 cartes de commandement de Yoda. Yoda, il faut savoir qu'il a aussi une règle particulière, c'est qu'il a le mot-clé Lataru Mastery. Et Lataru Mastery lui permet de faire 2 attaques pendant son tour. Donc il a un petit pool de dés d'attaque, mais quand il va attaquer tout de suite avec ses 4 dés rouges 2 fois par tour, bah c'est quand même 8 dés rouges qui vont envoyer et qui vont vraiment... Voilà. Mais il a vraiment un rôle un peu à la fois de soutien, et quand il a besoin de taper, il va taper fort et se déplacer vite. Ensuite, on reprend la liste. Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, donc ça a été une entrée il y a à peu près 1 an. Alors Ahsoka, on a tous vu la série Ahsoka, on avait tous envie de jouer Ahsoka. Elle a mis du temps à sortir. C'est une Jedi, alors, en fait, qui a un positionnement un peu particulier, parce qu'elle a des cartes de commandement qui ne donnent pas un ordre à elle forcément. On peut donner à d'autres unités. Donc ça permet une certaine polyvalence et une certaine latitude de jeu. Donc c'est assez appréciable. Et elle a aussi sa maîtrise de la force. Donc c'est le Shien Mastery qui permet de renvoyer sur un bon lancer de dés. Vous pouvez renvoyer 4 blessures dans la figure de l'attaquant à distance. Donc ça le n'arrive déflect jamais. au sabre laser. C'est le déflect, mais le déflect normalement ne renvoie qu'une seule blessure maximum. Elle, avec son mot-clé Shien, elle peut renvoyer 4, 5 blessures, dépendamment du nombre d'adrénaline que vous allez faire dans votre jet de défense. Ça n'arrive pas souvent, mais on peut renvoyer et tuer l'unité qui vient nous attaquer en n'ayant rien pris comme blessure. On voit aussi qu'on peut jouer Chewbacca. Oui, on peut jouer Chewbacca. Alors Chewbacca, il a un rôle, lui, on va dire qu'il est plutôt fait au départ il a qu'une seule carte de commandement, Chewbacca d'ailleurs, il va plutôt escorter un peu Yoda. Bah non, il sait pas lire, c'est un peu compliqué à lire. Un peu con, mais lui, il va être là pour escorter le Jedi que vous avez envie d'envoyer au combat et prendre les blessures à sa place parce qu'il est gardien, mais que sur les commandants. Et en plus, lui, une fois qu'il a dépassé un certain nombre de blessures, il va être enragé, il va gagner le mot-clé charge. Le moral, il aura moral infini, donc il pourra jamais être paniqué, et il va foncer tout droit. Et il fait aussi mal quand même. On voit des personnages un petit peu secondaires, alors certains vont me chier dessus, mais secondaires quand même, notamment le capitaine Rex. Capitaine Rex, en fait, on va avoir deux clones nommés, on va avoir Rex et Cody, qui sont des clones qui ont vraiment un rôle différent. Mais lui, il a le mot-clé Gunslinger, donc pistolero en français, qui lui permettent, avec une seule action d'attaque, de pouvoir attaquer une fois une unité et une autre fois une unité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il a le mot-clé tireur d'élite, donc il va diminuer le couvert de l'unité, mais il va tirer à courte portée, à portée 2. Par contre, Rex, il a une carte de commandement qui lui permet, quand il est bien positionné et avec un pion de surface visible, de pouvoir ajouter ses dés de sa réserve d'attaque à une attaque des unités à portée. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet de faire des beaux jets de dés comme on aime bien. Cody, à l'inverse, lui, il va plutôt avoir un rôle, on va dire, autour des véhicules, parce qu'il a le mot-clé direct véhicule qui permet de donner un ordre à portée 2 à un véhicule. C'est gratuit, c'est comme ça. C'est indépendamment de la carte de commandement que vous avez joué. Et lui, il va plutôt avoir un rôle un peu de sniper, de tirer de loin, de faire des petits PV à gauche à droite. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donner un ordre, ça veut dire tout simplement qu'on choisira à quel moment on va activer cette unité, et donc elle ne sera pas dans le pool générique, on va devoir le tirer de façon aléatoire, encore une fois, pour activer son unité. Ensuite, on va avoir le clone commandeur générique. Alors, clone commandeur générique, on n'a plus trop tendance à le voir. L'avantage, c'est que c'est un commandant pas cher, donc dans une armée où tout va coûter cher en termes de points, d'avoir une petite activation pas chère, ça peut être sympa. Lui, par contre, clairement, c'est un rôle de support. Lui est là pour donner des pions adrénaline aux unités qui sont à portée, et puis faire des petits tirs d'opportunité s'il permet. Et il a aussi le mot-clé direct droid trooper de base. Donc vos unités de base, il peut leur donner un ordre gratuitement,
en début de phase d'activation, enfin pendant la phase de commandement. Ok, ensuite, pour rester dans le générique, on a aussi les chevaliers Jedi génériques. Oui, alors ça a été un ajout d'Asmodée, d'AMG pardon, il y a à peu près un an, qui sont communs à toutes les factions, alors pas le Jedi, mais là en fait on va avoir la version commandant et la version agent qui vont nous permettre de customiser un petit peu la figurine. Alors aussi bien en termes de modélisme, puisque dans la boîte on a plusieurs têtes, plusieurs armes et compagnie, et aussi bien en termes de capacité. En fait, en fonction de l'arme que vous allez lui donner, il va faire des choses plus offensives, plus défensives. On peut lui donner un entraînement de Jedi et compagnie, donc vraiment on peut construire une figurine plus ou moins à son image. Ensuite, on va retrouver les Jedi qui sont pas encore sortis, puisque pour le coup, AMG nous fait bronzer en montrant des nouveautés de dingue qui vont arriver assez vite. On va avoir notamment le Jedi Mundi, Mace Windu. On va aussi retrouver les Jedi génériques sur des motos, ou encore Bo-Katan. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces généraux? Est-ce qu'ils t'ont stimulé? Est-ce que toi tu les attends? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont apporter justement à cette armée? Alors, Windu, clairement. Windu. Tout le monde attendait Windu. Quand la carte a été révélée, on a été un petit peu déçus parce qu'on pensait vraiment à un plus gros ton encore qu'Anakin. Mais Windu, il va quand même taper fort. Mais on va pouvoir enfin jouer beaucoup de Jedi. Et surtout que AMG nous a fait le plaisir aussi toujours ces Jedi de pouvoir les jouer en commandant d'unité, en unité de commandant, ou les intégrer dans une unité en tant que leader. Donc avec le jeu de list building, on va pouvoir jouer des unités de clones qui vont être menées par un Jedi, et ça, vraiment, c'est du plaisir, quoi. Enfin, c'est un plaisir incommensurable. On en parlera quand on parlera des attachements, justement, sur les différentes unités, mais clairement, ce qui va donner le charisme à cette armée, c'est le fait d'intégrer des porteurs de sable dans chacun des packs. C'est pour ça qu'on joue cette armée. Enfin, c'est le côté, je joue toutes les figurines qui se ressemblent à mes clones, mais j'ai aussi des porteurs de sabre, le Haut Conseil Jedi, enfin, vraiment, on joue ça pour ça, quoi. Yes, dans la boîte de base, je pense que tout le monde commence par là parce qu'elles sont vraiment ultra intéressantes en termes d'euros, en termes encore une fois de pertinence. Donc dans la boîte de base, on va avoir comme commandant Obi-Wan. Oui. Qu'est-ce que tu recommanderais derrière comme liste d'achat au niveau des commandants? Qu'est-ce que tu as envie de conseiller comme deuxième ou troisième commandant pour varier les plaisirs potentiellement avec la même liste pour juste faire du deck building ou alors justement pour changer complètement le gameplay? Je conseillerais quand même Anakin parce que, ouais, comme on disait que c'était un gros ton, c'est vraiment un gros ton, c'est un plaisir. Il a des cartes de commandement de fou qui peuvent le faire attaquer 2 fois, il peut jouer sur rajouter des dés d'attaque, il peut donner des pions visés, donc ça c'est vraiment... Anakin pour moi c'est un must-have, enfin voilà. Surtout qu'ils ont eu la bonne idée de faire une boîte avec... Alors, de nouveau Obi-Wan, c'est un peu dommage, mais on a Obi-Wan, Anakin, Rex, Five, Echo, donc Five et Echo c'est des attachements, mais Rex en commandant aussi, donc on a une boîte qui regroupe ces 5 figurines. Donc ça peut être tout à fait un achat pertinent. On peut aussi Yoda c'est vraiment de la folie, enfin c'est un plaisir. On a des tricks à faire avec Yoda, c'est vraiment une figurine de fou, c'est vraiment très plaisant, quoi. On a fait le tour des commandants, ensuite on va parler aux personnages un petit peu indépendants, c'est-à-dire les agents, qui parfois arrivent aussi avec des cartes, encore une fois, pour intégrer à son deck de commandants. Au niveau des agents, on va avoir le Jedi générique. Donc pareil, comme le Jedi qu'on a vu tout à l'heure, on peut aussi le customiser. Alors on voit la différence, c'est qu'il a, entre guillemets, un PV de moins, et il n'a pas le mot-clé maître de la force. Le mot-clé maître de la force, ça permet, en fin d'activation d'unité, de redresser un pouvoir de la force. Donc forcément, c'est plutôt des Padawan plus, on va dire. Donc ils n'ont pas ce mot-clé, mais ils tapent aussi fort, ils sont beaucoup moins chers. Donc pareil, toujours, on cherche à économiser des points en République. Donc ça peut être une solution pour customiser son personnage. Yes, tu parlais de redresser, il faut savoir que quand on va justement prendre un commandant, on va pouvoir lui mettre des améliorations. Et si celui-ci est un Jedi, on va pouvoir lui payer des pouvoirs de la force. Sauf que après les avoir activés, ça ne repousse pas automatiquement. Et ceux qui ont la maîtrise de la force permettent de régénérer ces cartes automatiquement. Ensuite, on va avoir Padmé Amidala. Alors Padmé, elle a les versions variées au fur et à mesure des versions du jeu. Globalement, elle a été beaucoup jouée, elle a été plus jouée, et maintenant on la rejoue, et en fait on la joue aussi parce qu'elle a des cartes de commandement qui sont intéressantes, mais c'est surtout aussi qu'elle n'est pas chère, Padmé. Elle ne vaut que 52 points. Et elle peut donner des petits pions, et mine de rien, son pistolet tire quand même tout à fait correctement. Donc c'est une unité intéressante. Dans une faction où on va faire un peu la course, toujours pareil, je vais me répéter, mais au point pour reconstruire et avoir des unités d'activation, c'est une petite activation pas chère. Et donc c'est tout à fait sa place, quoi. Ensuite, on voit qu'on a R2D2. Oui, on a R2D2. Alors R2D2, ce qui est rigolo, c'est que R2D2, on parlait d'attachement et on peut lui attacher ses 3 PO. Donc on va avoir les 2 figurines sur la table dans la même unité. Alors R2D2, il a perdu un petit peu de sa superbe, notamment on voit le mot-clé mission secrète qui a été un petit peu nerfé, qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. Le mot-clé mission secrète, en fait, ça permet, en début de phase d'activation, quand on est dans la phase ennemie, de prendre un pion mission secrète, et si on termine son activation, on met un point de victoire directement. Donc c'est intéressant. Par contre, c'est une unité assez fragile, et l'adversaire il va pas se laisser avoir, mais la figurine est trop cool. Le petit R2D2 qui va s'infiltrer, c'est trop cool. Yes, ensuite, et je pense pareil que beaucoup de personnes peuvent justement partir sur cette façon pour eux, on peut jouer la Bad Batch. La Bad Batch, la Bad Batch, on va pas se le cacher, elle vaut cher, elle a repris 10 points parce qu'elle était soi-disant pas assez chère,
Mais ça envoie quoi. C'est vraiment, si vous avez envie de lancer entre guillemets beaucoup de dés, la Bad Batch est très intéressante. Elle est très résiliente, elle défend en rouge, hein, toujours ce petit dé de défense en rouge. Elle a des pions adrénaline avec les différents attachements de personnages qu'on va pouvoir lui mettre. Et voilà, vraiment la Bad Batch, c'est plaisant. Et puis on a aussi envie de jouer la Bad Batch. Par contre la Bad Batch, on note qu'elle a un petit mot-clé intéressant qui est nous ne sommes pas des règles. Donc nous ne sommes pas des règles, ça veut dire que le mot-clé soldat clone, pour elle, ne s'applique pas. Donc elle ne peut pas piquer les pions clones des copains, et elle ne peut pas leur en donner non plus. On sent que c'est une unité, entre guillemets, mercenaire, même si le mot-clé, parmi les clones, mais c'est plaisant, enfin, c'est vraiment des trucs de dingue. Et elle a une carte de commandement qui est juste folle, qui lui permet d'avoir une mobilité de dingue, des mots-clés en plus, de la suppression, enfin, c'est un plaisir à jouer. Au niveau des futures sorties, on sait qu'on a donc une version un peu plus énervée d'Anakin, on a aussi Shakti qui s'ajoute, Axe Wolves, et justement un chasseur mandalorien. Et on a aussi Plo Koon qui va rejoindre. En fait, dans la boîte du Haut Conseil Jedi, on aura Mace Windu et Ki-Adi-Mundi qu'on a vu en commandant. Et en version agent, on aura Plo Koon et Shakti. Donc ça, c'est ces 4 figurines. Et là, avec la sortie des Mandos, ils nous ont fait le plaisir de pouvoir intégrer des Mandos en République. Donc on va pouvoir jouer des Mandos en République, ce qui n'était pas possible à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc on a vraiment beaucoup d'unités qui vont arriver. On a déjà les cartes, mais on n'a pas trop les règles sur certains mots-clés. On est encore dans l'attente, mais ça va arriver là dans les prochains jours, semaines. On est avec impatience. Pareil, en termes de priorité d'achat, après avoir acheté la boîte de base, qu'est-ce que tu recommanderais ? Alors parmi les agents, moi vraiment la Bad Batch, parce qu'on a envie de jouer la Bad Batch, parce que ça tire fort, parce que c'est rigolo, parce que voilà. Le Jedi générique, qu'on a vu tout à l'heure en version commandant, en version agent, sachant qu'on en achète la boîte, on peut monter une version agent, une version commandant, donc on peut se faire plaisir là-dessus. Et puis, on aime bien R2D2, mais c'est pas, voilà, en termes de compétitivité, c'est pas terrible, mais pour se faire plaisir, on peut toujours l'acheter aussi, et Padmé, qui est pas cher. Ensuite, on va passer du côté des troupes de base, on le rappelle, encore une fois, dépendamment du format de jeu, et aussi si on veut jouer en générique ou aller chercher des espèces de formations, mais on en parlera plutôt en fin de vidéo, il va falloir jouer 3 à 6 troupes minimum. Là, il n'y en a que 2 des génériques. On va avoir les Clone Troopers de base, et on va aussi avoir les Marksmen. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu leur utilité, et comment est-ce que justement tu les équiperais ? Alors, pendant longtemps, on a eu que les Clone Trooper Infanterie, donc on a appris à jouer avec, on avait envie d'en avoir d'autres et tout, et quand ils nous ont annoncé les Clone Marksmen, on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Il fallait pas que ce soit redondant non plus, donc l'avantage des Clone Trooper Infanterie, c'est qu'on voit qu'ils ont le mot-clé fiable, donc pour une fois je vais le détailler, c'est-à-dire qu'en début de phase d'activation, on va gagner un petit peu en adrénaline, et je vous rappelle toujours qu'avec la règle de soldat clone, on peut les donner aux copains clones, donc ça vraiment, cette unité, c'est un tout petit peu cher, on voit que ça a baissé encore en points, c'est 56 points, mais on le joue parce que on est obligé d'en prendre, donc on va en jouer 3, et voilà. Donc parmi les troupes de base, on a les Clone Trooper Infanterie, qui ont longtemps été notre seul choix d'unité de base, donc on va pouvoir leur mettre en attachement, on va dire en sergent, on va pouvoir leur mettre Ahsoka Tano, on va pouvoir leur mettre au choix, on peut pas faire tout, Ahsoka, Rex par exemple, ou Five aussi, qui permettent souvent de gonfler le nombre de PV. Rex et Five vont rajouter 2 points de vie, Ahsoka n'aura qu'un seul point de vie. Donc ça c'est en termes de meneur d'unité. Par contre, on va aussi leur rajouter une arme lourde. Et l'arme lourde qu'on voit le plus souvent, c'est la DP23. La DP23, ce qui est bien, c'est qu'elle nous permet de gagner le mot-clé perforant. Donc le mot-clé perforant, ça nous permet d'annuler une défense de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va quand même lancer ses défenses, mais on lui dira « Ah non, ça c'est loupé ». Donc c'est plutôt intéressant, et on les retrouve souvent équipés comme ça. Alors en fait, on va se retrouver avec des attachements, et on a eu une liste à un moment donné qui a tourné en clone, où on parlait d'activation tout à l'heure, on n'avait que 6 activations, mais on avait 3 grosses gigasquads de clones, c'était très résilient, ça tapait fort, dès qu'on en perdait une, on pleurait un petit peu, mais on a eu cette orientation. Malheureusement, ça coûte vraiment très cher en points, donc on va préférer mettre une arme spéciale, ou un meneur d'unité, pas plus, et globalement, on va quand même souvent les retrouver à poil, donc juste les 4 figurines de base. Donc un petit peu comme une taxe finalement, et pour fermer aussi justement les pions verts de buff que tu vas donner aux copains. Exactement. Ensuite, en deuxième choix de troupes de base, on a les Marksmen. Donc les Marksmen, ils vont être lents, on voit qu'ils se déplacent qu'à vitesse 1, c'est le petit trait rouge, ils ont qu'un trait rouge, donc ils se déplacent à vitesse 1, donc ils vont être assez lents. Par contre, il va y avoir une règle spéciale qui est position préparée, c'est-à-dire qu'en début de partie, on va d'abord les positionner dans sa zone de déploiement toujours, ils vont avoir un petit pion esquive pour commencer la partie, donc ils utiliseront soit eux, soit qu'ils pourront donner aux autres copains clones, on se rappelle toujours la règle. Donc ça permet une unité, on va dire un peu à l'adversaire où on va les jouer, puisqu'on va les positionner avant le début du tour 1, mais c'est une unité, pour le coup, pas chère, 50 points, donc cette taxe un peu de 3 troupes de base qu'on est obligé d'avoir, au lieu de passer à 3 fois 56 points, on va être à 3 fois 50. Donc pareil, on regrappille quelques petits points pour jouer des unités un petit peu plus chères. Les Marksmen, on va pouvoir les équiper souvent avec le mortier. Le mortier, ça va être 2 petits dés noirs, mais surtout ça va ajouter le mot-clé suppressif. Donc on va rajouter de la suppression, et la suppression sur un malentendu, ça peut permettre que l'adversaire ait moins d'action pendant son tour. Donc c'est plutôt une unité un petit peu oppressive qui va jouer sur la suppression. Ensuite, on va parler des unités forces spéciales, un petit peu les unités d'élite de l'armée. C'est ça.
qui vont avoir en fait deux orientations différentes. On va avoir globalement deux unités clones, force spéciale. On va avoir d'un côté les Arc Troopers. Donc les Arc Troopers, c'est une unité qui va être très mobile, avec le mot-clé éclaireur scout, qui vont se permettre de faire un mouvement gratuit pour se déployer, et ensuite d'avoir quand même deux actions. Donc on peut fortement se projeter. Elles vont avoir une portée d'action de tir que de portée 2, hein, donc c'est faible, mais comme elles vont pouvoir avancer beaucoup sur la table, on va pouvoir tout de suite aller chercher des petits pions, des machins, des trucs. Souvent l'arc, l'amélioration qu'on voit beaucoup sur les arcs, c'est le médecin. Il faut savoir que le médecin clone, contrairement aux autres médecins dans les autres factions, il a une particularité, c'est que lui, il est combattant. Les autres ont souvent le mot-clé de non-combattant. Donc c'est une figurine qui va juste être là pour soigner, mais qui va pas lancer de dés d'attaque. Donc c'est un petit peu, voilà. Le clone, on le paye 20 points, mais c'est une unité d'attaque. Et dans les arcs, en fait, pour 20 points, on rajoute 2 dés noirs. Donc c'est vraiment, c'est même plus une taxe à ce niveau, c'est 2 dés noirs faciles, et donc c'est vraiment, c'est un plaisir. Là, dernièrement, on a eu un ajout, ils ont modifié la DC-15, qui était le Field Sniper avant, donc ils l'ont transformé en DC-15 à plus courte portée, mais qui va pouvoir rajouter des pions de suppression, et donc vraiment, au tour 1, on peut très bien tirer dès le tour 1 sur l'adversaire, avec un beau pool de dés, et ça met une pression, mine de rien, en début de tour, et c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que tu mettrais comme attachment dedans? T'en mettrais d'ailleurs ou pas? Alors on peut avoir deux versions, on peut avoir la version low cost, on cherche à grappiller des points, on peut les jouer entre guillemets à poil ou on met que des arcs, mais on peut faire maintenant des unités de 6 figurines d'arcs. Donc ça vaut cher en points, mais on peut mettre donc nos 4 arcs de base, on peut mettre un médecin, donc dedans, qui va nous soigner des petits PV à gauche à droite, donc une fois par partie on peut soigner un PV, une unité, et on va surtout pouvoir leur mettre la DC-15, qui est l'arme de sniper, l'ancienne arme de sniper qui tire quand même à portée 3, et qui vont donc on va avoir 6 figurines, qui à un moment donné si ça arrive au corps à corps à te charger avec les 6 figurines, vont envoyer 12 dés noirs. Donc je pense que c'est un des plus gros pools de dés qu'on peut faire en termes de corps à corps avec les arcs. Donc mais ça coûte cher en points, mais ça vaut le coup. Et puis on se fait plaisir, on lance des dés, on aime ça. Enfin, c'est toujours l'excitation. Est-ce que je vais tout réussir ou pas? Et ça c'est plaisant. On est sur l'unité élite par excellence de l'armée, donc l'élite de l'élite. L'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Voilà. Par contre, ouais, c'est voilà toujours pareil, soumis au craquage. Donc dès que vous ratez une défense, ça fait cher le point perdu. Mais c'est plaisant. Enfin, c'est vraiment l'élite de l'élite. Les arcs, c'est vraiment ce qui se fait mieux. Et en opposition avec les Arc Troopers alors? Donc les Arc Troopers, qu'on retrouve aussi dans la boîte de base, ils vont avoir eux que éclaireur 1, donc ils vont être moins vite sur le terrain. Par contre, eux, en termes d'unité gardien de but chez soi, un objectif chez soi, ils vont se coller à côté de l'objectif, ils vont avoir du couvert, ils ont le mot-clé profil bas, donc automatiquement, quand je fais mon jet de couvert, je lance un dé de moins et j'annule, je vais un couvert automatique fait. Et ça, c'est vraiment une unité dont on a besoin, et mine de rien, ça tire à portée 4 nativement. C'est ce qui tire le plus loin nativement. Donc, en fait, c'est un bonheur. Tu te places sur un objectif chez toi, tu fais tes petites visées, si tu l'utilises, bah tu l'utilises pour toi, si tu l'utilises pas, je vous rappelle, les soldats clones, on les partage, et donc voilà. Et en fait, ces unités d'ARF et d'arc qu'on a vu juste avant, on peut aussi leur mettre un Jedi générique qui va leur donner le mot-clé charge, et qui va en faire une phase ou une unité où on a envie d'impacter et de unité. Dans les ARF Troopers, on peut mettre le Jedi, on aura moins l'envie de se projeter dessus, mais on peut mettre en contre-charge, c'est-à-dire que je suis chez moi, j'ai mon objectif, l'adversaire s'approche un peu trop près, je charge, je le tue, je peux revenir chez moi après. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Tu les joues toujours en effectif minimum de 4? Alors, le problème, c'est que ça coûte un petit peu cher. Donc, effectivement, on est prudent sur nos améliorations. Donc, comme je disais tout à l'heure, les ARF, on aime bien mettre le médecin, parce que c'est 20 points, c'est pas cher. Les ARF Troopers, ils ont fait la surprise, on a une amélioration en fait qui nous rajoute non pas une seule figurine, comme c'est souvent le cas, mais 2 figurines. Et en plus, on gagne la cache adrénaline, donc on a un adrénaline que pour nous, qu'on peut utiliser quand on en a besoin. Ensuite, on voit les Wookiees. C'est quoi l'intérêt de jouer des Wookiees aujourd'hui en République? Les Wookiees, ce qu'on peut noter, c'est que jusqu'à présent, toutes les figurines qu'on a vues, on va dire génériques de troupes de base, on avait 1 point de vie. Là, les Wookiees vont avoir 3 points de vie. Alors, ils vont avoir une défense pas terrible. Et on va voir une défense de poil qui défend, voilà, c'est défend en blanc, machin. C'est l'équivalent d'une 6+, si on fait un parallèle. Donc ça défend pas très bien. Par contre, en fait, l'avantage, c'est que c'est du PV, quoi. C'est minimum 3 Wookiees avec 3 PV, ça fait 9 PV. Hein, donc voilà. Et souvent, on va leur mettre une petite amélioration. On peut mettre Chewbacca dans les Wookiees maintenant, c'est assez rigolo. D'ailleurs, on l'a vu dans le rapport de bataille, c'est vraiment plaisant. Et puis, on peut leur mettre un bouclier qui est vraiment résistant. Donc, ça, c'est les Wookiees de corps à corps. Et ensuite, on a plutôt les Wookiees de tir, qui d'ailleurs n'ont pas le mot-clé charge, hein, donc on va pas avoir envie de les envoyer, qui ont toujours 3 PV, qui défendent toujours en blanc sans adresse. Et eux, ils ont tireur d'élite 1. Donc, ils vont envoyer c'est que du dé blanc hein, en termes d'attaque, c'est portée 3, contrairement aux Wookiees tout à l'heure, c'est portée 2. Donc, eux, ils vont vraiment être là pour se poser sur un objectif, dire viens me chercher. Au pire, je vais venir te contacter, je vais résister avec mes PV, et tu vas avoir du mal à me tuer. Mais toi, globalement, tu mettrais quoi alors? Tu irais favoriser les Arc Troopers, puisqu'ils sont très très forts, ils tapent relativement fort, limite plus fort finalement que des Wookiees, ouais. Avec une meilleure mobilité, puisqu'ils ont Scout 2. Je crois qu'il y a un de chaque type, exclusion des Wookiees, dans les boîtes de démarrage. Oui, donc, qu'est-ce que tu mettrais toi dans une liste, et qu'est-ce que tu conseillerais comme conseil d'achat? Alors déjà, en conseil d'achat, ce que je pourrais vous dire, tout basiquement, si vous voulez pas trop prendre la tête, vous prenez 2 boîtes de base en fait.
2 boîtes de base, vous avez 2 fois 600 points, ça fait 1200 points. On joue qu'en 1000 points, donc vous avez une petite latitude de construction de liste. Donc vraiment, vous voulez pas vous prendre la tête, 2 boîtes de base, c'est très bien. Par contre, en unité de force spéciale en termes d'achat, là vraiment, je vous conseille d'acheter une unité de Wookiee. C'est vraiment plaisant à jouer, c'est fun. On a envie d'avoir du poil aussi sur la table. On a envie d'avoir des trucs avec beaucoup de PV. C'est vraiment plaisant, c'est un plaisir. Ça a baissé en points, on sent qu'AMG, les Wookiees, on les voyait pas, c'était beaucoup trop cher. Donc maintenant, ils ont baissé en points. On les voit, on les joue, on les achète. Et du côté des arcs et arf, tu mettrais quoi toi en spam entre guillemets? Du côté des arcs, du côté arc et arf, je recommanderais plutôt de se tourner vers les arcs, parce que c'est une unité, même si elle est chère, qui est polyvalente, qu'on a envie de faire charger, mais qui sait aussi tirer à courte portée, donc qui va gagner des pions de partout, donc vraiment plutôt les arcs que les arfs. Les arfs ont encore baissé en points récemment, donc on sent qu'AMG a envie qu'on les joue. Il manque encore un petit truc pour vraiment que ça devienne une unité incontournable. Donc plutôt les arcs à l'heure actuelle quand même. Ensuite, on va parler des soutiens limités à 0 à 3 en 1000 points. C'est ça. Donc en soutien, ce qu'on va retrouver souvent sur les tables, c'est les ATRT en anglais, les TLTT, donc les petits marcheurs qui vont avoir comme avantage déjà de maintenant défendre en rouge avec armure 2. Donc c'est quand même une unité très résiliente et surtout on va pouvoir leur équiper le lance-flamme. En fait c'est notre seule occurrence de lance-flamme dans la liste. Donc le lance-flamme c'est facile, votre adversaire en face joue des grosses squads, pas de soucis, j'ai mon lance-flamme. Le lance-flamme, en fait, on va lancer 2 dés noirs par nombre de figurines en face. C'est une courte portée, c'est portée 1, voire corps à corps, le lance-flamme. Donc c'est un petit peu contraignant. Mais quand votre adversaire il dit moi j'ai plein de figurines, qu'est-ce que tu peux faire? Bah attends, j'arrive, je lance mes 20 dés noirs, on peut lancer jusqu'à 20 dés noirs. Le kiff absolu. Donc ça peut nettoyer des gros packs et c'est vraiment ça. C'est assez mobile, ça a de l'armure, c'est résilient. Et en plus, l'avantage, c'est que comme c'est un véhicule terrestre, vous pouvez planquer vos unités derrière. Donc vous pouvez avoir 2 marcheurs devant vous, vos petites unités derrière qui attendent. Il avance, l'adversaire avance, boum, je te tire dessus et je t'achète avec mes unités. Ensuite, on va voir la Bark Speeder, donc les motos. Les motos, ouais. Donc les motos, c'est une unité qui a un petit mot-clé particulier, qui est le mot-clé Speeder, qui va vous contraindre à faire un mouvement en début d'activation ou en fin d'activation. Donc cette contrainte, on apprend à jouer avec, on apprend à jouer autour, et en fait, ça devient plus trop une contrainte. Donc c'est une unité très rapide, on peut faire 3 actions de mouvement pendant le tour, à tous ces tours. Donc on peut se projeter très loin, on peut contourner l'adversaire, on peut le prendre à revers et compagnie. Donc c'est une unité qui est pas forcément évidente à maîtriser, parce qu'au départ on a envie d'avancer, on se les fait détruire rapidement, donc on est un peu plus prudent ensuite. Mais c'est pareil, c'est très plaisant à jouer, c'est un tout petit peu fragile, ça n'a que 5 PV, pas d'armure, ça a le jet de couvert, donc ça peut, mais c'est soumis au dé, mais c'est plaisant à jouer. Si on joue sur des scénarios, ce qu'on disait tout à l'heure, les decks de bataille, si on joue un scénario avec un peu éclaté, et bah là on peut contrer un petit peu cet éclatement. Ensuite, il y a les commandos. Les commandos, donc les commandos, on a 2 versions de commandos. On a la version générique de commandos, donc c'est 4 personnages. Les commandos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un règle spéciale qui s'appelle Complete the Mission, compléter la mission, qui va nous demander en début de partie de poser des pions indépendamment sur la table, que tous nos commandos vont pouvoir utiliser. Donc si on utilise 3 commandos, on posera 3 pions que chaque commando peut utiliser, qui vont nous donner des avantages si l'ennemi est à portée de ce pion, ou qui vont nous donner des avantages à nous si on est à portée du pion. On va défendre mieux si on est à la portée du pion, et on va faire plus mal à l'ennemi si on est à la portée du pion. Et on a cette version, et surtout ils ont la catarne en équipement obligatoire. Et la catarne, ça dit, sur une attaque à distance uniquement, je fais mon jet d'attaque, je me suis foiré, je perds tous mes figurines, j'utilise mon armure catarne, donc c'est une fois par partie, et je ne perds qu'une seule figurine. Donc on va faire un gros jet à l'adversaire, mais bon, souvent l'adversaire, une fois qu'il a tombé la catarne, après ça croustille quand même. Yes, et la deuxième version? La version, c'est une version entre guillemets nommée, on va dire unique, qui est la Delta Squad. Pardon. Donc la Delta Squad, on voit au niveau du moral, le petit triangle jaune, qu'ils ont un tiret, c'est-à-dire qu'ils ont pas de morale, ou morale infinie, ça dépend de quel côté on se met. Donc en fait, eux ne peuvent jamais avoir d'action en moins. Donc eux, ça n'a qu'un point de vie, c'est un petit peu malheureux, mais en fait, ils ont un indépendant recover. Donc l'indépendant recover, c'est si je n'ai pas reçu d'ordre, je fais une action gratuite de récupération. Donc mes cartes qui s'inclinent, parce qu'on verra qu'ils ont des cartes qui s'inclinent, les commandos, je peux la redresser gratuitement. Donc c'est plutôt sympa, ça coûte un petit peu cher en points, mais ça tabasse bien. Donc on voit que les commandos, je parlais d'amélioration, ils ont 2 améliorations obligatoires. La catarne dont j'ai parlé juste avant, et une arme, dépendamment, qu'on de face. Une arme sniper qui va tirer loin, qui va faire 1 rouge par personne, qui vont permettre d'avoir du létal, donc de faire du perforant, et une arme à courte portée qui va avoir de l'impact. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir que les commandos, l'arme à impact, on a impact 1, sauf que j'ai 4 figurines, je peux avoir impact 4. Donc je peux envoyer 8 dés noirs, impact 4. Je peux te dire que les véhicules en face,
ils vont pas trop s'approcher des commandos, quoi. Il nous reste à voir l'ornicoptère Wookie. Oui, c'est ça. Donc, avec un petit Wookie dedans, donc on verra tout à l'heure qu'on peut jouer que des Wookiees, j'ai spoilé là. Donc ça, c'est une unité, pareil, très mobile, très létale. On a une amélioration qu'on équipe quasiment tout le temps, qui est l'artilleur, qui tire de derrière, et qui va envoyer 2 rouges, 2 noirs, avec de l'impact, du perforant. C'est un jet de dés assez fiable, ça fait des petits dégâts, c'est rapide. C'est fragile, mais si l'adversaire tire dessus, c'est ce qui tirera pas sur à côté. Donc on a vraiment moyen, c'est très mobile. Vous verrez, c'est pas très cher. C'est pas très cher en points, c'est 55 points. Alors dès qu'on met l'équipement, on passe de mémoire à 20 points de plus, donc on passe à 115 points. Une unité pas trop chère en points, on cherche à gratouiller des points. Yes, alors c'est rigolo, t'as parlé de 2 choses. T'as parlé du fait qu'on pouvait faire des listes complètement Wookie. Sortons de ce postulat, parce qu'on parlera de ça en fin de vidéo. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais justement comme figurine en priorité? Est-ce que c'est la TRT? Est-ce que c'est les motos? Les motos, elles semblent un petit peu fragiles, même si avec leur mouvement, elles peuvent être alléchantes. Qu'est-ce que toi t'achèterais pareil comme premier achat? Très honnêtement, la TRT, TLTT, c'est un achat, c'est une valeur sûre. On peut même les jouer entre guillemets à poil. Je vous parlais tout à l'heure du lance-flamme. On a 3 types d'armes. On a le canon laser qui tire de loin, qui a de l'impact. On a la ratata qui envoie plein de dés, voilà. Ou le lance-flamme. On peut aussi les jouer à poil, non en métal, en métallique. Mais c'est une activation pas chère, résiliente, qui peut faire le café. Donc moi, je conseille très fortement dans cette catégorie le TLTT. Et pour clôturer sur les soutiens, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand tu joues les Arc Team, tu peux rajouter en soutien une toute petite escouade de uniquement 2 snipers, qui peut être un bon palliatif au nombre d'activations. Qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? Alors déjà, Ils sont dans la boîte de base. Ils sont dans la boîte de base. En fait, dans la boîte de base, vous avez l'unité d'arc qui est dans la boîte, qui vous permet de faire une unité d'arc et la strike team de 2 figurines. Donc cette strike team, en fait, vous ne pouvez l'inclure dans l'armée que si vous avez une unité d'arc. Donc une strike team, une arc. C'est pas 2 strike team, une arc, c'est 1-1. Voilà. Cette strike team, c'est pas cher en points, c'est 23 points de base plus l'arme lourde qu'on est obligé de mettre, donc c'est 26 points de mémoire, donc ça fait une unité à 49 points. C'est une unité que, globalement, ça nous fait gagner du nombre d'activations, parce que c'est pas cher. Ça peut faire des petits PV, c'est la seule occurrence de dégâts automatiques qu'on peut avoir dans l'armée, donc ça peut faire des dégâts automatiques sur les Jedi, sur les tanks, sur les petites unités, donc vraiment, c'est pour gagner en nombre d'activations, on va en voir. Là, c'est encore tout frais, on n'a pas eu le temps, mais clairement, c'est l'unité qu'on va voir beaucoup en ce moment, quoi. Ensuite, on a les lourds, pareil, limités à 0,2, entre guillemets, en format 1000 points. Je te laisse dérouler. Alors, les lourds, on a 3 choix d'unités lourdes. Alors, je vais déjà vous parler de notre seul transport, qui est donc la latte. La latte, on voit que ça coûte 90 points. Ça le mot-clé transport, et je dirais que dans cette configuration-là, ça peut se suffire. L'avantage du transport, c'est qu'on l'a pas vu, mais c'est une règle qui permet de donc transporter une unité, c'est-à-dire que ma latte, au déploiement, elle va faire son mouvement pour se déployer. Une fois qu'elle a fini son premier mouvement, l'unité qui est dedans va faire un mouvement de 1 à partir de la latte, donc soit se planquer derrière, soit aller devant, et en fait on va gagner énormément en projection. Donc les arcs n'en ont pas forcément ça, c'est une bonne projection, mais les arcs pourquoi pas, les unités de base on peut les mettre dedans, donc vraiment pour projeter ces figurines sur la table, c'est notre seule occurrence de transport, donc si on a envie de jouer ce choix, on va se transporter avec cette latte là. On n'a pas forcément l'habitude de voir des transports dans Star Wars Légion, tu peux un petit peu nous en parler un peu plus? Ce qui est rigolo, c'est encore une fois, c'est intéressant ce que tu as dit sur la mobilité, en fait quand on voit les mouvements, alors là en plus ça bouge de 2, ça paraît rien une réglette de 2, mais comme en fait à Star Wars Légion, il faut vraiment jouer pour s'en rendre compte, c'est pas la figurine qui bouge de 2, c'est qu'en fait le socle se téléporte à 2. Donc en réalité c'est énorme la mobilité. En fait on fait un mouvement 2 seulement, mais vu la taille du socle en fait c'est l'équivalent de 2 réglettes de mouvement 2. Donc en fait on a une projection énorme, et en fait à l'heure actuelle on a vraiment un jeu qui demande de se projeter en avant sur les objectifs, donc on va gagner en projection, donc tout simplement c'est une super règle à ce niveau-là. Yes, transport obligatoire, pas obligatoire, quand est-ce que tu les intègres dans les listes? Alors je dirais qu'en construction de liste normale, on a des choses, malheureusement en termes de véhicules lourds, on en verra très peu, on verra la plateforme d'infanterie tout à l'heure, c'est ce qu'on va voir le plus souvent. La latte, on va surtout la jouer dans la version spéciale de construction de liste qu'on parlera tout à l'heure, la 212e, où là on va envie de jouer des véhicules, on va pouvoir transporter des belles unités, donc plutôt dans ce format, plutôt qu'en format type classique, voilà. Après, le modélisme, on joue ce qu'on veut. Hein. Ensuite, tu as parlé donc du support, de la plateforme de support infanterie. Plateforme de support d'infanterie. Donc là, c'est la plateforme de support infanterie qu'on peut aussi jouer non équipée, mais qu'on va souvent avoir envie de mettre un équipement d'armes spéciales. Donc ils ont des armes lourdes spéciales qui vont avoir la particularité de diviser le pool de dés en 2. Donc par exemple, on va en lancer 4 rouges avec de l'impact 2. Et ben en fait, je vais pouvoir dire, je divise mon pool de dés par 2, par contre je peux tirer ici et je peux tirer là. À savoir que le split, c'est-à-dire le fait de diviser ses cibles, normalement n'est possible à Star Wars Légion que quand on a des armes spécifiques. Des armes différentes, c'est ça. Dans une unité, si je mets mes armes de base plus une autre arme, je peux split. Si j'ai 4 fois l'arme de base, je suis obligé d'utiliser mes 4 armes de base dans le même pool d'attaque. Donc là, les plateformes d'infanterie, ça permet de mettre des petits tirs un petit peu à gauche à droite. Et en fait, mine de rien,
c'est des petits PV grattés, c'est de la suppression de et en fait ça, si on a envie de jouer par exemple une liste un petit peu suppressive, on va peut-être jouer potentiellement les plateformes d'infanterie. Et c'est une unité très mobile, ça se déplace à vitesse 3, plus le socle. On traverse la map en 2 tours. Ah bon, et ensuite, une des plus belles unités, je pense, de la gamme de figurines. La plus belle. C'est le Saber Tank. Alors Saber Tank, c'est pareil, c'est une grosse pièce. Ça envoie fort, ça envoie, regardez, 2 arcs-en-ciel de minimum. Surtout qu'on rajoute souvent une arme. L'arme à rayon, on va rajouter 2 dés rouges, donc on envoie 4 dés rouges, 2 dés blancs, 2 dés noirs. Poule de dés énorme. Ça coûte très cher en points. C'est un peu la doléance qu'on a sur cette unité. Elle vient de baisser récemment. On aime la jouer parce qu'on aime la figurine, c'est pas hyper compétitif, mais le compétitif, on s'en fiche, on se fait plaisir, on la joue, on en joue 1, on en joue 2. On peut peut-être en jouer 3, on verra tout à l'heure. On a fait le tour des soutiens lourds, c'est rigolo. En termes de conseils d'achat, qu'est-ce que tu conseillerais d'acheter en première vague, c'est-à-dire après la boîte de base? Tu nous as aussi conseillé potentiellement d'acheter 2 fois la boîte de base pour clairement avoir quelque chose comme 1200 points pour 140 €. C'est quand même ultra cool d'avoir de la rejouabilité, de la latitude, pour l'équivalent d'une Battle Force dans d'autres gammes. Là, est-ce que toi, tu conseillerais justement d'acheter des soutiens lourds en première vague d'achat, et si oui, vers quoi? En première vague d'achat, clairement, non. Parce que c'est des unités qui valent toujours cher en points, qui valent peut-être un petit peu trop cher en points. Donc en première intention d'achat pour compléter votre boîte de base, je vous conseillerais pas forcément d'acheter ça. Par contre, en deuxième intention, parce que vous aimez le modélisme et la figurine, je suis biaisé, je vais vous dire d'acheter le Saber parce que c'est mon unité préférée, mais ça reste beaucoup très cher. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec la latte et de gagner le mot-clé transport pour la mobilité. Je pense qu'en deuxième achat, j'en conseillerais pas plus un que l'autre, c'est vraiment modulo ce que vous préférez. Tu penses pas au contraire, quand on commence le jeu, la plateforme de support d'infanterie va permettre justement de mettre des pions de suppression, comme on est systématiquement dans cette armée en sous-activation, en tout cas quand on commence et qu'on part pas à contre-pied, on va dire, de cette méta, ça va te permettre justement d'avoir des activations faciles. Alors facile oui et non, parce qu'en fait ça bouge vite, on va avoir envie de l'avancer et tout. Alors ça peut paraître solide avec l'armure 3, la défense en blanc avec les adrets, mais en face s'il a des gros poules de dés, ça peut vite tomber. Donc c'est une unité qui va être mobile, mais c'est contradictoire, mais on va pas avoir envie de l'avancer parce que ça va quand même tirer loin. Donc c'est très mobile, donc on peut vraiment slider sur la map, se déplacer de côté. C'est une idée qui est, je pense, pas si facile que ça à prendre en main pour vraiment le rentabiliser. En compétitif avec sa famille, ses amis, on peut la jouer, il n'y a aucun problème. En termes de compétitivité, c'est pas forcément... Les 3 unités, un lourd, là, c'est pas facile à prendre en main pour vraiment les rentabiliser, quoi. On passe maintenant aux Battle Force. Les Battle Force, c'est un petit peu l'équivalent de détachement pour changer la structure d'armée en vous proposant des règles supplémentaires. Ici, on va avoir la version générique, la 212e, la 501e et bien évidemment les défenseurs Wookiee. Je te propose de commencer par la 212e. Oui. Donc la 212e, en fait, comme disait Julien, ça va vous proposer de faire une construction de listes différentes. Tout à l'heure, on a vu, là vraiment ce qui est caractéristique, c'est qu'on était limité à 2 soutiens lourds. Là, en fait, cette Battle Phase va nous permettre d'en prendre 3. Donc vous pouvez bien entendu jouer 3 sabres, c'est très cher en points, mais ça a de la gueule sur la table. Mais on peut jouer 3 lattes, 3 plateformes d'infanterie, donc on peut vraiment axer là-dessus. Et en fait, c'est une Battle Force qui va être axée véhicule. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de la règle des soldats clones qui permettait de partager entre soldats clones, donc juste les petites troupes de base, les petits socles, des pions à portée d'eux. Et ben là, dans cette Battle Force, les véhicules peuvent se partager les pions entre eux. Tu peux donner des esquives à des véhicules en plus du blindage, par exemple. Et c'est ça. Donc les véhicules peuvent se partager les pions entre eux, donc les pions visés, esquive, adrénaline, entre eux, et peuvent aussi piquer les pions des petits troupiers. Là, uniquement limité aux visées aux esquives, par contre. Il y a eu un petit garde-fou là-dessus, parce que tes véhicules qui défendraient, par exemple, le tank en 3+, ça aurait été très fort. Donc ils ont mis ce garde-fou là. Mais tu peux partager les pions. Donc en fait, tu as mis le soldat clone, entre guillemets, sur tes véhicules. En termes de limitation aussi, on est limité en termes de personnages nommés à 2 personnages uniquement. Obi-Wan et Cody. En même temps, dans les films, dans les séries, on a vu Obi-Wan et Cody avec la 212, le marquage orange pour les fans, je vous rappelle. Donc c'est les commandants iconiques de cette division. On les a mis dedans, c'est parfait. Plusieurs questions. Est-ce que tu penses que c'est fun ou compétitif, ou les deux? Est-ce que tu conseillerais ça comme deuxième main une fois que tu as fait quelques parties, on va dire, avec la structure générique? C'est fun. Ça peut être compétitif, on peut vraiment avoir des constructions de listes avec des gros squads qu'on peut infiltrer, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que cette Battle Force nous donne 3 cartes de commandement spécifiques à cette Battle Force, dont la priorité 1 qui permet d'infiltrer 2 troupes de base. Donc en fait, c'est une Battle Force qui nous permet de faire 2 grosses giga squads, d'infiltrer. Donc on arrive avec notre gros pâté de clones d'infanterie, d'envoyer un saut de dés, enfin c'est vraiment voilà. En compétitif, on peut faire beaucoup de trucs.
moi, c'est quelque chose qui peut faire une version un peu plus véhiculée du jeu, et donc qui peut emmener à d'autres choses. En deuxième achat, troisième achat, je pourrais le conseiller. Ouais, et en plus, vous avez besoin d'acheter quelques figurines en plus, mais les figurines que vous avez, vous pouvez les intégrer si elles rentrent dans la construction de liste. Hein. Yes, on passe maintenant à la 501ème. Donc la 501ème, historiquement, c'est la première Battle Force qui est sortie. D'ailleurs, ils ont fait une boîte spéciale 501ème où on peut retrouver Anakin dedans, que je pourrais peut-être limite vous conseiller en conseil d'achat. Le starter actuel qu'on trouve, et les anciennes boîtes de 501ème qui existent. Ils ont peut-être annoncé une nouvelle refonte de la Battle Force, donc on pourra peut-être les retrouver. L'avantage, c'est que dans cette boîte, vous retrouvez Anakin, des arcs, un marcheur, on a un marcheur, donc c'est vraiment aussi un bon deuxième achat. L'avantage de cette Battle Force, c'est que tout à l'heure, on disait qu'on était obligé de prendre 3 troupes de base. Et bien dans cette Battle Force, on peut n'en prendre qu'une. Donc cette taxe de 3 qui nous arrange pas forcément, on va dire, bah je peux en prendre qu'une. Et on va souvent n'en prendre qu'une, parce que dans cette Battle Force, on va pouvoir mettre 4 unités d'arc. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur avec du corps à corps, plus 4 snipers. Là, à l'heure actuelle, les listes méta, c'est pas compliqué. En République, c'est Anakin, 3 troupes de base dans cette unité, 4 arcs, avec le médic, avec la DC-15, et 4 snipers. On commence à avoir des unités, beaucoup d'activation en République, ce qui fait plaisir de pouvoir monter en nombre d'activation, et tout de même assez létal. Ok, t'as parlé de méta compétitive, donc tu viens d'orienter un petit peu ceux qui vont dire « Moi, j'ai toujours aimé la 501ème ». Non. Alors si, parce que même si c'est méta, on peut jouer quand même. Et ça demande quand même un petit doigté à maîtriser, parce que ça reste, voilà, ça reste de l'élite en fait. Ça reste de l'élite, donc dès qu'on perd une figurine ou deux, on est mal. Quoi. D'accord. Et il nous reste à voir justement la Battle Force des Wookiees. Donc on va faire une liste full poil, ou pas que d'ailleurs. On peut faire full poil. Ben, vraiment, si celui qui a envie de jouer des Wookiees, il peut faire du full poil. Ça, c'est vraiment plaisant. Souvent, on va la trouver, en fait, on a des impératifs de construction de liste, donc déjà en commandant, on va être limité. En commandant, on va pouvoir prendre Yoda. Donc en termes de full poil, on n'est pas trop là, mais on a Yoda. On va pouvoir prendre Chewbacca et on va pouvoir prendre le chef Wookiee. Ça, on en prend 2 parmi les 3. On peut aussi prendre un Jedi générique en version agent. On va être un peu mitigé là-dessus parce que ça va nous pourrir un petit peu la pioche d'ordre, mais on peut pourquoi pas. Et après, on a les figurines officielles, mais on peut aussi prendre un petit Wookiee en agent, voilà, il n'y a pas de souci. En termes de troupes de base, c'est là que ça va être intéressant. On peut prendre jusqu'à 6 troupes de base, mais on peut utiliser les Wookiees en termes de troupes de base. Tout à l'heure, on a vu que c'est une force spéciale. Et bah dans cette Battle Force, quand je vais construire mon armée, ils vont être considérés troupes de base. Donc je peux jouer 6 unités de Wookiees de corps à corps, avec le bouclier, tout qui va bien. Donc ça, c'est un plaisir, on peut vraiment jouer full poil. En tant que débutant, ça sonne comme super fort, parce qu'à chaque fois, c'est des packs avec 3 PV par bonhomme, potentiellement, ça défend bien avec les boucliers. Ça se joue comment ? Alors en fait, c'est des unités qui vont avoir envie d'être au contact ou à très courte portée pour faire vraiment leur attrition. Donc là, en fait, le temps qu'elles arrivent, il va souvent y avoir quelques pertes au passage. Par contre, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a aussi une règle de Battle Force spécifique, c'est-à-dire que quand j'ai mon unité de Wookiee, dès que je vais, une fois par tour uniquement, quand je vais perdre une figurine, je vais pouvoir faire un mouvement 1 gratuit. Une fois par tour, évidemment, unité, mais une fois par tour par unité. Donc c'est une unité qui va pouvoir, par sa règle spéciale, se projeter d'autant plus vers la table. Quoi. Donc là, on a vu des Wookiees dans la Battle Force, et on a aussi une unité qu'on a vue tout à l'heure, l'Ornithoptère, mais qui a aussi une carte spéciale à cette Battle Force, qui va lui donner comme règle à cette unité d'Ornithoptère de pouvoir modifier sa vitesse en début d'activation, de dire normalement je me déplace à vitesse 2, je vais dire je me déplace qu'à vitesse 1 ou je me déplace à vitesse 3. Donc c'est une unité qui va être très mobile, que vous pouvez conserver au début du tour chez vous tranquillement, et qui va pouvoir avoir une projection sur table d'enfer, et qui va avoir le gunner derrière le pistolero qui va tirer et faire des trous. Et donc c'est une unité très mobile sur des objectifs qui demandent de traverser la table en un rien de temps, vraiment très mobile. Et en fait ça amène la mobilité qu'on n'a pas trop dans la liste, c'est vraiment cette unité. Donc on a aussi cette carte spécifique, la petite règle de Battle Force fait qu'on a la carte spécifique pour cette unité. Il nous reste un point à voir, ce qui fait un petit peu l'ADN de cette armée, c'est vraiment cette capacité, en plus c'est une nouveauté avec cette nouvelle édition de Star Wars Légion, de pouvoir mettre beaucoup plus d'attachement à des unités. Et là, tu vas vraiment pouvoir mettre des Jedi nommés ou génériques dans presque chacun de tes packs de troopers. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste stylé ? Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment en jeu ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est faible ? Moi, par exemple, je fais vraiment partie de ceux qui peignent cette armée pour pouvoir reproduire ces scènes du film. Tu vois ce que je veux dire ? Où tu vois chaque peloton qui est équipé avec un porteur de sabre et qui va tout droit. Est-ce que ça marche ? Ou est-ce que c'est plutôt du fantasme ? Comme c'est encore assez récent, on n'a pas encore eu trop le temps de se pencher là-dessus en termes de compétitivité, donc c'est compliqué. Sur le papier, ça a de la gueule. Sur le papier, ce que ça apporte, les Jedi, surtout, c'est qu'ils vont avoir le sabre laser. Et le sabre laser, ça apporte un mot-clé qu'on a envie d'avoir en République, où on a envie de s'assurer de tuer rapidement ce qu'il y a en face, c'est le mot-clé perforant. J'annule tes défenses en face, enfin une ou deux défenses en fonction de mon mot-clé. Donc ça va apporter ça. Ce qui permet d'amenuiser les unités en face, et moins il y a d'unités qui vont me tirer dessus, moins j'ai de chances de mourir, parce que je suis un élite, je suis censé plus résister. Donc ça va vraiment apporter ça. Ça va apporter un flow de dingue, c'est-à-dire que sur la table, on peut avoir chaque unité menée par un Jedi, nommé ou non, donc ça, c'est
juste dingue en termes de modélisme, fluff et compagnie. Et en plus, on rappelle qu'ils ont annoncé dans les prochaines sorties le Conseil des Jedi et donc encore plus de porteurs de sabre Ah potentiels. oui, c'est-à-dire que dans le Conseil Jedi, au départ, on savait pas trop ce qu'ils allaient nous lancer. On dit, bon, on va avoir des personnages en plus, on était contents, hein, voilà. Et en fait, ils ont fait la belle surprise de dire, mais vous pouvez les jouer en standalone, donc l'unité toute seule de Jedi, ou l'intégrer en meneur de troupes. Donc Ou là, à moto. ou à moto, ça c'est un petit peu plus tard, on aura Obi-Wan et Anakin en moto, mais c'est dingue, on va pouvoir vraiment avoir des porteurs de sable dans toutes ces unités. Faut pas se cacher, ça va être très cher en points, hein, comme tout ce qui est dans l'armée. C'est pour ça qu'en termes de compétitivité, j'ai quelques doutes, mais en termes de fun, et voilà, c'est un bonheur. Un bonheur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer cette faction? Est-ce que tu le recommandes? Alors, je suis un peu biaisé parce que c'est ma faction de cœur et je joue quasiment que ça, donc je le recommanderais. L'avantage, c'est que ça peut être, pour un débutant, la tankiness de l'armée peut rassurer. C'est-à-dire que je vais pas perdre beaucoup de figurines. Je vais être soumis au craquage, mais ça comme dans tous les jeux. Globalement, il tank avec des dés à 6 faces rouges, donc sur une 4+, voire certains personnages peuvent transformer les adrénalines en tank, donc sur une 3+, pour ceux qui viennent d'autres univers. Donc voilà, donc comme toutes les armées d'élite, l'avantage c'est que ça va être plutôt résistant, plutôt tapé fort, et l'avantage aussi c'est qu'il y a peu d'activation par rapport aux autres armées. Donc quand on a envie au début de se concentrer un peu sur les règles de jeu, d'avoir peu de choses à gérer, ça peut être un moyen de se concentrer sur les points de règle, les déploiements et tout. Donc de ce point de vue-là, je le conseillerais. Si on doit être honnête, en termes de compétitivité, c'est un tout petit peu en dessous par rapport à certaines autres factions, en fait, souvent parce que on a peu d'activation, et là c'est un jeu qui va jouer beaucoup sur l'activation. Mais ça c'est vraiment pour le côté compétitif, mais pour un joueur qui débute le jeu, qui débute le wargame, qui débute tout, allez-y, enfin foncez, on a envie de jouer les Jedi, foncez, faites-vous plaisir, enfin c'est un kiff absolu. Quoi. On a parlé beaucoup de priorité d'achat, globalement, donc la boîte de base pour toi, elle est instabuy. Auto-include, enfin... x1, x2 x1, x2, x2 vous tromperez pas, x1, bah, vous avez tout le matériel dans la boîte de base. Vous avez les cartes, vous avez les pions, vous avez les dés, vous avez les réglettes, tout ce qu'il faut, et vous avez pour jouer en format Recon directement. Il y a tout qui est dedans, il n'y a plus qu'à monter et peindre. En plus les figurines sont super belles, donc c'est un plaisir. Achat, une boîte de base, voire deux, vous tromperez pas. Après, je dirais, si vous trouvez des boîtes de 501ème, des anciennes boîtes de 501ème, on attend la réédition. Je pense que c'est un très bon achat, et après, jouez ce qui vous fait plaisir. En termes de, sauf si on part sur le versant compétitif, mais jouez ce qui vous fait plaisir. Il y a tellement de figurines belles, de Jedi et de compagnie. Là, le Conseil Jedi, on va tous l'acheter. On va pas se leurrer, on a envie de jouer Windu, donc on va l'acheter. C'est vraiment... Ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, un grand merci à toi, Pépito, donc arbitre de l'Iron Squadron, de la Fédération française de Star Wars Légion, d'être venu nous présenter cette première faction et sa faction de cœur. Je mettrai bien évidemment en description de cette vidéo le site de l'Iron Squadron ainsi que le lien du Discord si jamais vous voulez aller à la rencontre de cette communauté, soit sur des événements, poser des questions aussi sur les conseils, ou aussi trouver toutes les ressources qu'il faut, les règles traduites en français, plein de conseils. Bref, je mettrai tout ça en description. Les amis, j'espère clairement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à l'envoyer à vos potes si jamais vous voulez qu'ils se mettent à Star Wars Légion, à mettre aussi en commentaire si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre. Si vous avez envie de soutenir French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, et nous on vous dit à plus les Wargamers.